Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Corinne Prézélus revient aujourd'hui dans La Petite Voix pour nous apprendre à pratiquer l'écoute active avec nos enfants. Ça peut paraître évident, mais cela nous demande à nous, adultes, d'être pleinement présents, ce qui n'est pas si simple à faire, vous verrez. Corinne nous donne aussi quelques bons conseils très concrets pour apprendre à gérer les émotions difficiles, vous avez vu, je n'ai pas dit crise, de nos petits. Merci Corinne. Bonjour Corinne, je suis ravie de te retrouver sur La Petite Voix. Moi aussi, je suis ravie et honorée d'être là à nouveau. Merci. Alors, puisqu'on a parlé de parentalité créative ensemble la semaine dernière, moi ça m'intéresse beaucoup et je suis sûre, pareil pour ceux qui nous écoutent, d'avoir des conseils hyper concrets, quoi. Comment on fait pour être dans cette parentalité créative? Quand on a parlé de cet épisode bis ensemble, toi tu m'as tout de suite dit, il y a vraiment un point dont il faut qu'on parle parce que c'est la base, c'est l'écoute active. Donc, est-ce que tu peux me redire ce que c'est déjà que cette écoute active? C'est vraiment le pilier central de toute cette parentalité. C'est cette capacité à écouter vraiment pleinement son enfant ou toute autre personne aussi. Pour pas lui donner des conseils, des pistes, des réflexions, mais vraiment l'accepter tel qu'il est en fait. L'écouter entièrement et simplement être présent à ses côtés pour entendre ce que la personne a à dire. Et comme je disais la semaine dernière, c'est vraiment un muscle à travailler. Et je pense à un exemple d'une maman qui a vraiment un bel exemple justement de ce que ça peut apporter quand on réussit, quand on s'est entraîné. Ça demande de l'entraînement. Et elle a du coup mis en place cette écoute active. Et donc dans les outils qu'il y a, le premier, c'est déjà de se taire en fait. De ne pas faire une conversation pour rebondir sur ce que l'autre dit, mais simplement se taire, lui laisser l'espace de s'exprimer quand on sent qu'il en a envie. Et donc, en se taisant en premier, il a commencé à plus lui raconter un petit peu ses journées, comment il se sentait. Et après, l'écoute active, c'est aussi, ça peut être reformuler ce que la personne dit. Donc, simplement reprendre ces mots. Ah oui, tu t'es senti nul après ce cours de je sais plus quoi. Simplement reprendre ces mots, vraiment refléter ce que la personne dit. Pas chercher à la consoler, à lui donner des pistes. Non, vraiment juste refléter ce que la personne dit ou se taire. Et donc, elle a continué à rester en mode écoute active. Et l'enfant, petit à petit, a pu dérouler et aller au bout de son problème, de ce qui lui gâchait la vie depuis quelque temps là. Et en fait, c'est que l'année d'avant, il avait été diagnostiqué dyspraxique. Et en fait, dans son cerveau de jeune enfant, il s'était imaginé qu'il avait une maladie grave. Et en fait, voilà, la maman, tout à coup, s'est rendue compte à quel point ils avaient omis de lui expliquer que, alors oui, c'est un trouble et en même temps, c'est très bien pris en charge, ça va aller, il y a vraiment moyen de vivre en étant dyspraxique. Mais voilà, par manque d'explication, de compréhension, l'enfant s'était imaginé complètement quelque chose d'angoissant, une énorme angoisse existentielle qui lui pesait dessus, à se dire, mais voilà, j'ai une maladie grave et je vais mourir. Et donc voilà, c'est grâce à cette écoute active que la maman a vraiment pu aller mettre le doigt sur la vraie problématique, la vraie raison de ce comportement, de son attitude négative avec sa petite sœur et tout. Et c'est là où elle se disait, mais voilà, si je l'avais punie, si je l'avais engueulée et tout, je ne serais jamais venue à percer cet abcès-là et à pouvoir le libérer de ce poids. C'est amusant ce que tu racontes parce que moi qui me suis formée à la communication non violente, c'est vraiment tout le principe de l'écoute empathique. Et c'est vrai qu'on est tellement formaté à être, quand on est dans une conversation, même avec son enfant, à donner des conseils, critiquer,
en fait, on n'est jamais passif. Et moi, j'ai découvert avec la communication non violente combien cette écoute silencieuse, elle est hyper riche pour celui qui peut s'exprimer, mais même pour celui qui reçoit. Donc, évidemment, là, dans l'exemple que tu nous donnes, c'est très puissant. Donc, on est d'accord que l'écoute active, si on veut la mettre en place avec son enfant, ça peut pas être... En fait, c'est pas un truc qu'on fait 24 heures sur 24. C'est des temps qu'on consacre. C'est un outil parmi tant d'autres qui, en effet, une fois qu'on a pu tester la puissance de cet outil, on se dit waouh, c'est vraiment un super outil à avoir dans ma caisse à outils de parents. Et je pensais aussi à Thomas Gordon qui a défini les 12 obstacles à la communication, où justement, en effet, quand on est dans le conseil, quand on veut faire un sermon, quand on veut évidemment ridiculiser, quand on veut menacer, culpabiliser, ou même sans que ce soit forcément négatif, ça part souvent d'une bonne intention. On veut rassurer, on veut dire mais c'est pas grave. Et en fait, c'est des obstacles à la communication. La personne ne va pas avoir envie d'aller plus loin, elle ne va pas avoir envie de communiquer plus loin et de dérouler le fil du problème, quoi. Ok, donc il y a vraiment cette idée-là de pratiquer l'écoute active. Alors, tu n'es pas en train de nous dire d'être tout le temps dans cette posture-là, mais c'est, par exemple, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être le bon moment de dire à son enfant, parlons, dis-moi ce que tu as. Comment on fait quand l'enfant, à ce moment-là, il est en crise? Comment on peut pratiquer l'écoute active, même dans les cas extrêmes, j'ai envie de dire? Oui, c'est un outil parmi tant d'autres et je pense à ce qu'on appelle souvent le syndrome du biscuit cassé, où c'est une situation un peu qui paraît vraiment être une anecdote où il y a l'enfant qui part dans une énorme crise de colère, parce qu'on lui a tendu un biscuit qui était cassé. C'est en apparence ce qui se passe. C'est quand on a vraiment une grosse crise qui se déclenche sans prévenir. Il y a une petite étincelle et puis c'est l'incendie derrière. C'est vraiment l'image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc déjà l'idée d'avoir en tête ce syndrome du biscuit cassé, l'idée c'est de comprendre à nouveau ce qui se passe pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il vit, lui, de faire preuve d'empathie. Comme tu disais, en effet, c'est vraiment cette porte d'entrée de se dire, il n'est pas vraiment en train de hurler à cause du biscuit cassé. Non, en fait, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et c'est souvent, ce type de scène arrive souvent, ça peut être après une journée à la garderie ou chez la nounou ou une journée à l'école. Et on est content de retrouver notre enfant. Et là, il nous tape une crise de folie. On se dit, mais pourquoi? La maîtresse ou la nounou me dit, avec moi, ça se passe très, très bien. Il est très sage toute la journée. Oui, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que nous, jackpot, les parents, on hérite de cette crise? Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que justement, c'est presque un cadeau, qui est pas facile à vivre, mais c'est presque un cadeau que l'enfant nous fait. C'est parce qu'il se sent en sécurité avec nous, on est sa figure d'attachement. Donc, il sait qu'il est en sécurité avec nous, qu'il a cet amour inconditionnel qui nous relie. Et qu'avec nous, il peut libérer toutes les tensions qu'il a pu accumuler dans la journée. Et c'est vrai que une journée à l'école, c'est pas rien pour un petit de 3 ans, de suivre le rythme de la collectivité, d'obéir à tout ce qu'il y a à faire au fil de la journée, d'être tout le temps avec les autres, d'avoir le midi à la cantine où c'est bruyant. Enfin, il y a plein de choses qui font que, oui, il prend sur lui au fil de la journée. Il accumule des choses et en effet, comme il n'est pas dans un contexte où il est complètement en sécurité, il garde pour lui. Et quand le soir, il retrouve son parent, là, oui, en effet, cette petite goutte d'eau qui déborde de ce biscuit cassé, là, il explose. Donc bon, nous, après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend une bonne respiration pour se dire, c'est pas contre moi, déjà, qui fait ça. C'est lui qui a besoin d'évacuer ses émotions parce que c'est utile que cet enfant, il ait cette crise de rage à ce moment-là, c'est qu'il évacue des choses, il évacue des émotions difficiles qu'il a emmagasinées en lui et qui le gênent, qui créent une tension. C'est aussi au niveau hormonal, quoi. Donc, il a besoin de la faire sortir. Et en effet, avec son cerveau immature, il n'a pas de filtre. Et donc, ça sort. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut justement prévoir un temps d'écoute active. Et en fait, simplement lui offrir un espace d'écoute, d'accueil de ses émotions, d'être présent physiquement aussi. Si on peut, si l'enfant l'accepte, ça aussi, ça dépend vraiment des enfants aussi. C'est, comme je dis, c'est pas une baguette magique qui résout tout. Ça dépend vraiment de chaque parent et de chaque enfant. Mais le contact physique peut vraiment être super utile pour se reconnecter à son enfant ou pour lui faire un énorme câlin
câlin et simplement écouter ses pleurs. Dire, voilà, ouais, tu traverses un moment difficile là, et voilà, je suis là. On peut aussi prévoir un temps de jeu. C'est là où le jeu est super utile. De se dire, là, on va une demi-heure au parc où on va jouer pour qu'il puisse se défouler ou avoir un temps où il va pouvoir physiquement bouger, se défouler. Ça peut être un temps de jeu à la maison aussi. J'aime beaucoup l'idée d'Isabelle Filiosa qui propose de faire un karaté chaussettes après l'école où c'est parents et enfants qui vont du coup se mettre sur un tapis ou un grand lit avec l'idée de réussir à ôter les chaussettes de l'autre. Et donc, c'est du contact ludique. Et donc, évidemment, c'est l'occasion de laisser l'enfant nous arracher nos chaussettes avant que nous, on attrape les siennes. Mais c'est l'occasion d'avoir un temps de contact, un temps de jeu, un temps de rire, puisque le rire va aussi aider à décharger ses émotions emmagasinées. Donc, d'avoir un petit temps de jeu comme ça peut vraiment être bénéfique. C'est bien d'avoir aussi toujours une vigilance sur les besoins physiologiques de base. Je me souviens d'une maman qui supportait pas le trajet retour de l'école, justement. Sa fille, elle était en crise où ça se passait toujours mal, jusqu'au moment où, après un échange avec d'autres parents, justement, elle s'est dit, mais en fait, elle a faim. Et voilà, ça a solutionné le retour problématique. C'est que besoin physiologique de base, en effet, quand l'enfant a faim, il a soif, quand il a besoin d'être changé, c'est tout bête. Et en même temps, on n'y pense pas forcément. Mais ça peut vraiment solutionner aussi des situations compliquées, quoi. Une autre situation aussi où on peut avoir une scène classique et typique de crise, c'est quand on va faire des courses au supermarché avec un enfant. Et là, il faut vraiment se dire que c'est quand même un univers où tout est fait pour donner envie à l'enfant. Il y a le rayon jouet en premier, à la caisse, il y a les bonbons et tout. Et donc, c'est un contexte qui n'est pas toujours adapté en fait, pour emmener un jeune enfant. Bon, des fois, on n'a pas le choix, c'est clair, si on est parent solo ou si on doit aller faire des courses, il faut y aller. Mais du coup, si on se rend compte que c'est une situation qui risque de déclencher une crise, on peut aussi réfléchir à s'organiser pour éviter d'aller peut-être trop souvent au supermarché parce que c'est une situation qui génère des crises. Et je repense à un papa qui avait introduit justement du ludique quand il allait faire ses courses avec ses enfants, puisqu'il faisait en plus l'instruction en famille. Donc, il n'y avait pas de moment où les enfants étaient à l'école. Ils étaient tout le temps ensemble. Et du coup, ils avaient mis en place une sorte de parcours et ils devaient détecter là où il y avait des pièges dans le magasin. Donc, tous les endroits où il y avait des pièges pour les enfants. Attention, là, il y a des jouets. Attention, là, il y a des bonbons. Et c'était leur temps de jeu, du coup, en même temps qu'ils faisaient les courses pour que ce soit, pour pas se faire piéger justement par cet univers des supermarchés, quoi. Et je voudrais finir en parlant du coup du temps de jeu ensemble. Ça permet vraiment de remplir le réservoir affectif de l'enfant. Et c'est la même image qu'une voiture. Si le réservoir d'essence il est vide, la voiture elle va pas avancer. Et donc l'enfant et le parent aussi, on a tous un réservoir affectif en nous. Et voilà, quand on se sent bien, quand il est comblé, quand on a reçu de l'amour, des câlins, des bisous, le réservoir affectif il est rempli. Mais justement, après une journée d'école, il peut s'être vidé parce que on s'est disputé avec telle copine, la maîtresse elle nous a envoyé au coin ou je sais pas quoi. Et donc voilà, quand le réservoir de l'enfant il est vide, c'est là où c'est la porte ouverte en effet des crises, parce qu'il a besoin de remplir ce réservoir. Et donc cette image du réservoir, je l'aime beaucoup pour en parler pour l'enfant et pour le parent, pour se dire oui, et moi qu'est-ce que je fais pour remplir mon réservoir, pour être moi en forme, pour être à même en effet après, pour pouvoir accompagner mes enfants, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi, pour être en capacité de prendre soin d'eux. Belle conclusion. Écoute, merci, parce que là, c'est des conseils hyper concrets. Moi, la première, je vais les mettre en application. Il y en a effectivement certains que je teste, notamment faire un gros câlin quand l'enfant passe par un moment pas sympa. Donc, merci pour ces conseils très concrets. On va rendre des parents heureux et donc des enfants heureux. Donc, merci beaucoup, Corinne. Eh bien, merci beaucoup pour ce temps avec toi. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube.
Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.